Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir pris sur votre temps pour participer à une agora comme celle-ci. Et bravo à la Técopole de nous donner ce lieu. En fait, je suis assez surprise parce qu'au Japon, malheureusement, on n'a plus trop l'occasion d'avoir des espaces comme ça. Et c'est bien dommage parce que c'est essentiel pour qu'on puisse échanger. Donc, merci à tous d'y participer. En tous les cas, rien que ça donne un petit peu d'élan et de courage. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on essaye de faire dans Mitate Lab, qui est donc un programme de recherche international du CNRS qu'on a créé avec Olivier Évrard du CEA en 2020. Comme d'abord, je tiens à remercier Jean-Michel, bien sûr, sans qui tout ça n'aurait pas lieu. Et comme il le disait tout à l'heure, donc moi je vis au Japon depuis 25 ans. J'avais un statut au moment de l'accident nucléaire qui a fait que j'ai dû être confrontée aussi à la gestion de cet accident nucléaire. Au départ, rien ne pouvait prédire que j'allais travailler sur le nucléaire, puisque moi non plus, je ne suis pas physicienne du nucléaire. Je travaillais sur la politique des logements publics au Japon et la transformation du paysage urbain via les organismes de logement public. Donc c'était un petit peu loin de mes préoccupations. Et arrive 2011. Et pour moi, ça a été en fait un électrochoc dans ma vie privée aussi, tant que dans ma vie professionnelle. Parce que je me suis aperçue que finalement les informations que je voyais passer, donc j'ai eu par le poste que j'occupais au moment des faits, c'est-à-dire que je travaillais au bureau de représentation du CNRS qui est à Tokyo, j'ai dû aider à retrouver la population des chercheurs français qui étaient au Japon. Et je voyais des informations, donc j'ai l'avantage d'être trilingue, et donc je voyais des informations passer qui étaient très distinctes selon qu'elles étaient traitées pour la France ou pour le Japon ou pour les États-Unis. Et ça m'a vraiment interrogée profondément, d'autant qu'au moment des faits, nos vies étaient en jeu. Et ça a généré chez moi, je dois le dire, une colère très très profonde, qui d'ailleurs n'est toujours s'atténue avec le temps, et c'est nécessaire, cela dit, pour faire une recherche qui soit posée. Néanmoins, elle a été suffisamment motrice pour moi pour vraiment rechercher tout ce qui concernait cette histoire dans le moindre détail. Donc on a monté Mitate Lab en 2020 après d'autres réseaux de chercheurs en fait qu'on avait déjà créés depuis 2011. On les a enchaînés les uns aux autres, pour être tout à fait franche. Moi j'ai publié un petit peu partout, d'abord dans la presse parce qu'on avait besoin de faire passer des informations très très rapidement qui se trouvaient pas ailleurs. Et puis ensuite on a repris une démarche un peu plus académique. Donc Mitate Lab, d'abord Mitate en japonais, ça veut dire construire par le regard. Et je tenais à donner ce nom à Mitate Lab parce qu'en fait, en fonction de la position dans laquelle on est au moment où on appréhende une catastrophe comme une catastrophe nucléaire, un désastre comme une catastrophe nucléaire, eh bien le discours que l'on va avoir va changer. Et c'est bien la pluralité de ces discours qu'il va falloir comprendre pour vraiment entrer dans le sujet et pas faire d'erreur de perception lorsqu'on va analyser toutes ces affaires qui sont vraiment assez complexes parce qu'elles traitent de beaucoup de dimensions, c'est-à-dire une dimension très personnelle de la position de l'habitant lambda à des choix politiques, à des choix industriels, à des choix environnementaux. Et en tant que scientifique, nous, on va avoir à traiter de tous ces aspects à la fois. Donc moi, en ce qui me concerne individuellement, j'ai une double formation. Je suis urbaniste d'abord et puis sociologue ensuite, ce qui m'amène à avoir une appréhension de la situation qui est plus dans ces deux domaines de recherche. Mitate Lab, cela dit, ça mobilise également des chercheurs en biologie ou en physique ou en géologie, donc qui proviennent de divers centres de recherche.
que vous pouvez voir ici. Et je ne sais pas faire marcher le pointeur sur cette histoire-là, mais ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Là, le point rouge. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a des gens du CEA, du BRGM, Sorbonne Université, le Centre de recherche sur le Japon de l'École des hautes études en sciences sociales, l'Université de Fukushima, l'ENSA La Villette, le National Institute for Environmental Studies, le CNRS, et ça, c'est l'université préfectorale de Kyoto. Mais on travaille également avec des chercheurs qui nous ont rejoints d'un peu tous les pays, Canada, Allemagne, États-Unis, toujours le Japon, mais qui veulent travailler. Enfin, je marque j'indique que ce sont des chercheurs qui nous ont rejoints individuellement. Ça veut simplement dire que leur institution n'est pas impliquée dans Mitate Lab, mais eux travaillent régulièrement avec nous. Alors pourquoi avoir cherché à réunir comme ça des institutions qui sont tellement diverses? Bien, c'est parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, un accident nucléaire, ça impose d'être mobilisé sur divers domaines. C'est extrêmement complexe. Donc moi, mon point d'entrée, c'est, comme c'est indiqué ici, la politique du logement. Et le premier point, c'est est-ce qu'on évacue ou pas? Mais d'abord, pour savoir s'il y a une nécessité d'évacuer, il faut savoir si c'est dangereux. Si ce n'est pas dangereux, il n'y a aucune nécessité d'évacuer, n'est-ce pas? Et donc pour ça, eh bien, on doit faire appel à des épidémiologues qui, eux, vont faire une évaluation du risque épidémiologique pour voir si c'est dangereux ou pas. Et puis, il va falloir aussi analyser toute la communication sur le risque qui est faite. Et cette communication sur le risque, elle est faite par des acteurs spécifiques. Et il va falloir aussi identifier ces acteurs afin de voir quel est l'enjeu pour eux de communiquer de telle ou telle façon. Quelle politique va être mise en place? On va également demander aux physiciens de nous aider pour nous expliquer spécifiquement ce que tu expliquais un petit peu tout à l'heure, comment ça fonctionne tout ça, comment fonctionnent les isotopes, comment fonctionnent les nucléides, comment ils se déplacent dans l'environnement, etc. Donc ça, c'est plutôt mes collègues en géologie qui travaillent sur ces sujets-là. Et puis également, on va aborder les aspects psychologiques qui sont très lourd et très très important dans une catastrophe comme celle-ci. Donc, je le disais, je suis urbaniste de formation et donc mon premier ouvrage, c'est celui-ci, Un siècle de banlieue japonaise, qui n'est pas sans rapport, puisqu'en fait, ce que j'analysais via toute cette démarche qui consistait donc à voir comment les organismes de logement public transformaient les paysages dans lesquels on vivait. Donc j'ai choisi d'appliquer cette réflexion au Japon parce que c'est une société qui est rentrée très très vite dans le capitalisme et donc les maux du capitalisme sont exacerbés. Donc je voulais voir s'il y avait les mêmes difficultés, par exemple, dans les banlieues des grandes villes au Japon qu'en France, qu'on retrouve en France. Et en fait, assez rapidement, j'ai été confrontée à cette histoire de consommation énergétique. Parce que dans les logements publics, dans les logements sociaux, on a imposé une dépendance à la consommation électrique très très forte, à un moment où on imposait le nucléaire en fait dans nos sociétés. Et tout ça a été, je l'ai mobilisé ensuite quand j'ai travaillé sur Fukushima, et ça m'a permis de faire le pont sur des choses que j'avais commencé à effleurer dans des premières recherches. Donc, second ouvrage, c'est Fukushima 10 ans après, qui a été édité par la Maison des sciences de l'homme en 2021 pour les 10 ans de la catastrophe. Alors, je vais d'abord évoquer des généralités. Je ne vais pas vous parler de la centrale elle-même. Il y a des films qui le font très bien manifestement maintenant. Jean-Michel en a parlé tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est tout l'aspect qui va succéder à la catastrophe nucléaire. Et donc, je vais revenir sur des généralités, mais qu'on n'a plus du tout en tête, parce qu'on a tendance à un petit peu oublier ce qui s'est passé. Donc, allons-y. Alors,
peut-être un petit peu contrairement à ce que tu évoquais tout à l'heure, malheureusement pour nous, tout n'est pas parti dans l'océan. Et ce que l'on a évacué aussi de nos savoirs, c'est que, en fait, donc, la trame qui est partie, la flamme qui est, je ne sais pas trop comment dire, le flambeau là que vous voyez, qui est parti de la centrale de Fukushima, hein, le nuage radioactif, il a bougé. Tout n'est pas parti comme tu le montrais dans une partie de la modélisation qu'il y avait tout à l'heure dans l'océan. Il a bougé, hein, il a bougé comme ça, il est monté là-haut, il est passé une fois là, il est redescendu. Il est même allé jusque ici, puisqu'on a retrouvé du thé dans une préfecture qui s'appelle Shizuoka, qui était extrêmement contaminée au moment de l'accident. Et puis, il est revenu sur l'océan. Il est repassé ici, et il est revenu sur l'océan. Et là, pouf, ça s'est fixé. Donc, il y a eu d'abord ici, au moment où c'est passé sur cette région-là, il a neigé. Il a neigé, et on est en montagne, tout s'est fixé. Et c'est pour ça qu'ici, il y a un flambeau de contamination qui est beaucoup plus dense qu'ailleurs. Cela dit, ça a eu le temps de balayer cette préfecture dont le nord de Tokyo ici et une partie qu'on appelle Okutama ici. Donc Tokyo, ça fait tout ça. Hein. Ici, Chiba qui a été assez contaminé aussi. Et puis, donc, dans l'ensemble, c'est cette préfecture. La préfecture de Fukushima se trouve ici. Elle est très très vaste, elle équivaut à peu près à une région française. Et puis Gunma, Saitama, Chiba ont également été Tochigi arrosés au passage. Alors je vous ai mis ici les distances pour que vous vous rendiez bien compte. Fukushima à Tokyo, c'est 250 km. Je crois que vous avez à côté d'ici une centrale nucléaire qui est à moins de 100 km. Bon, voilà, ce à quoi on peut s'attendre quand la majorité des nucléides tombent dans l'océan, comme tu le rappelais. Alors, Fukushima, je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement vaste. C'est divisé en 3 régions principales, Hamadori, Nakadori, Aizuchiho. La spécificité de ces distinctions, c'est que Hamadori, Hama c'est la plage, hein, donc c'est toute la zone côtière, toute la zone littorale qui se trouve ici. Nakadori, c'est essentiellement de la montagne et également en fait Aizuchiho ici. Donc je vous ai mis quelques chiffres comparatifs ici afin que vous vous rendiez bien compte de la situation à Fukushima. Fukushima, c'est très très vaste. Tout Fukushima n'a pas été contaminé. Donc le département de la préfecture de Fukushima, si je le rapporte à sa population, c'est moins que la densité que l'on a en Corse, donc c'est une densité extrêmement faible. C'est un département qui est à 75% composé de forêts. Et nous, on va se concentrer dans cet exposé sur ce qui se trouve autour de la centrale qui est ici, sur cette zone-là qui a été la plus contaminée. Alors, très très brièvement, je vais reprendre quelques slides de mes collègues en environnement pour vous donner un petit peu une idée de la situation actuelle d'un point de vue environnemental à Fukushima. Que vous compreniez les mécanismes qui sont en jeu aujourd'hui. Vous avez certainement entendu parler des énormes politiques de décontamination. On en est à 40 milliards d'euros de budget, c'est considérable, c'est le moins qu'on puisse dire, et des millions de tonnes de déchets qui ont été générés par cette décontamination. Néanmoins, on a décontaminé uniquement les zones urbaines, un petit peu autour des zones résidentielles, mais on ne peut pas décontaminer la forêt, il faudrait la raser. Il y a plusieurs méthodes comme des mousses de suspension, etc., qui ont été testées, mais pour le moment, c'est pas très efficace. Donc, ce qui se passe dans ces forêts, le problème qu'on a, c'est qu'il y a une espèce de turnover en fait qui se fait dans la végétation. Et les nucléides, essentiellement du césium 134 et 137 pour Fukushima,
qui se sont déposés ici au sol vont être en fait absorbés par le système racinaire, vont être pris au piège dans le tronc des arbres, vont ensuite accéder à la canopée, ça va retomber à l'automne, ça va recréer une nouvelle litière qui va de nouveau être absorbée par le système racinaire. Et puis on a un cycle comme ça qui va se créer. Et donc le problème essentiel aujourd'hui, c'est que la contamination, elle est prise au piège finalement dans ces forêts. Et on ne sait pas trop comment faire pour sortir de ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une petite photo de Google Maps satellite vous le montre très très clairement. C'est pas un petit problème, puisque plus de 75% de la surface, eh bien ici, c'est de la forêt. Un autre problème qui est lié cette fois aux politiques de décontamination, eh bien, ça va être que même si il ne s'agit pas de tout critiquer trop agressivement, il y a eu un problème énorme, on a tenté d'y trouver des solutions, et il y a des gens qui sont de bonne foi en se disant que finalement, pour pouvoir permettre aux personnes qui le souhaitent de rentrer chez elles, eh bien, il faut décontaminer pour qu'elles soient dans un environnement à peu près sain. Et c'est ce qui a été aussi à l'origine de cette politique de décontamination. Cela dit, à ces réflexions, objectives que l'on peut avoir en ingénierie pour apporter, comme j'ai les mots d'Hannah Arendt qui me reviennent en tête, comme elle le disait souvent, les spécialistes de la solution au problème. Donc on a un problème, on a une solution. Il y a un problème de décontamination, c'est pas grave, on rase tout, on enlève la terre, donc les 5 premiers centimètres de terre, on vient mettre ensuite du granit blanc dessus, et puis on a le problème à la radioactivité qui était présente. Cela dit, la conséquence de ça, c'est que certes, on a une attention d'ordre d'ingénierie, mais on a une inattention vis-à-vis des habitants, en fait, qui étaient là, et qui, eux, s'ils voulaient revenir, principalement, c'était pour retrouver les lieux dans lesquels ils avaient toujours vécu. Et quand ils rentrent, après les politiques de décontamination, ils se retrouvent dans des paysages que finalement ils ne connaissent plus, puisqu'ils ont été tronqués, les montagnes ont parfois été coupées, les arbres ont été arrachés, et donc ils ne retrouvent plus les maisons détruites, les paysages qu'ils connaissaient avant. Par ailleurs, il y avait une vieille femme qui est décédée il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Kanno San, qui vivait dans cette région que je vous montre là, qui est le village d'Iitate, qui me disait, tu sais, de voir toute cette terre que ces gens emportent, ces ouvriers emportent et mettent dans... En japonais, on dit frekenbak, c'est des gros sacs en plastique, là, qui contiennent cette terre contaminée. Nous, ça nous choque beaucoup, me disait-elle, parce que pour nous, c'est une terre qu'on a cultivée toute notre vie, c'est la terre de nos ancêtres, elle est habitée par nos esprits. Et eux, ils l'enlèvent comme ça et ils la jettent comme si, finalement, c'était un objet. Ça n'avait pas de comment dire, c'était une texture comme une autre, quoi. Donc, comment dire, il y a des personnes qui vivent là pour lesquelles ces lieux de vie ont un sens, c'est leur histoire finalement, c'est une partie de leur histoire qu'on jette à la poubelle avec cette terre qu'on évacue. Mais aujourd'hui, donc maintenant que j'ai à peu près évoqué les points principaux comme ça, des conséquences de la catastrophe, je vais vous parler plus spécifiquement d'un village dont on ne parle jamais ici, puisque j'ai cru comprendre qu'en France, Fukushima n'existe plus. C'était un non-problème, il n'y avait plus de problème à Fukushima. C'est merveilleux, enfin, je suis toujours assez contente de l'apprendre. En tous les cas, chez nous, il y a encore pas mal de problèmes à Fukushima. Et cela dit, pour prendre le pied de cette espèce de positivisme qui semble nous envahir,
eh bien, le gouvernement japonais a finalement décidé de rouvrir les 3/4 de la zone évacuée, l'ancienne zone évacuée, et de choisir un des villages, le plus grand, pour en faire un modèle mondial de la résilience post-accident nucléaire. Et je pense que c'était, comme vous avez déjà tous en fait pas mal entendu parler de Fukushima dans ses généralités, en long, en large, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ça. C'est ce modèle qui nous est présenté. Et puis on va voir ensemble ce que ça génère en fait que d'imposer un tel modèle. Donc, on va revenir sur la situation. Donc là, c'est le plan de ce que je vais vous présenter. Donc, la situation de ce village qui s'appelle Namiye. Avant, après, je vais analyser également la façon dont, en fait, il va y avoir un discours narratif qui va être créé pour montrer combien, finalement, il va être possible d'aller de l'avant, même si tout nous prouve le contraire. Et puis comment, via l'urbanisation, via la reconstruction, on va pousser comme ça une espèce de modèle de ville nouvelle dans une campagne qui était déjà en train de se développer. Alors voilà, ce que vous voyez sur cette carte ici, c'est l'ensemble de l'ancienne zone évacuée qui faisait 1100 km². Qui s'est réduite en 2020 à 300 km². Aujourd'hui, il n'en reste presque plus puisque le gouvernement japonais a décidé de la rouvrir pratiquement entièrement, qui se trouve donc dans la zone rouge que vous avez vue sur la première carte que je vous ai présentée. Cette carte que je vous ai présentée en introduction, c'était une carte du ministère de la Recherche japonaise qui a été produite en 2011. Donc en jaune, ici, vous voyez Namiye. Et ce que vous pouvez voir, c'est que c'est une commune assez gigantesque en fait, puisque c'est une commune qui fait 223 km², donc ce n'est pas un petit village. Néanmoins, avec une population assez faible, puisque la population était au moment de l'accident de 21 784 habitants. La spécificité de cette commune, c'est qu'on peut la diviser en trois paysages qui, eux, correspondaient à trois modes d'exploitation. Ici, en bord de côte, dans la partie littorale, on avait la partie urbaine et puis une exploitation risicole essentiellement. Dès qu'on va monter un petit peu ici en montagne, on va trouver quelques fermes avec un petit peu d'élevage. Et ici, il y a un petit peu d'exploitation agricole. Donc, essentiellement, un paysage qui est composé de fermes éparses, ici, et puis ici, un peu plus urbanisé. Donc, un découpage, en fait, en 6 quartiers. Si je vous explique tout ça, c'est aussi pour que vous réalisiez que, à la fois le découpage administratif, ce dont on vous parle, est totalement distinct au Japon. Donc les surfaces qu'on évoque, etc. Quand on vous dit Fukushima, dans une des premières slides que j'avais, je vous ai montré la préfecture de Fukushima. Vous avez peut-être vu qu'en haut, il y avait la commune de Fukushima. Cette commune de Fukushima, c'est évidemment pas celle qui accueille la centrale de Fukushima, qui est sur la côte. On a tendance à un peu tout mélanger, n'est-ce pas? Cette commune de Fukushima, elle n'a jamais été évacuée. Elle est loin du flambeau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est pour remettre un petit peu tout ça à l'heure. En fait, ces communes qui ont été le plus touchées par la contamination, c'est cette commune de Namiye qui va être promue comme le modèle de résilience post-nucléaire. Et c'est en ça que c'est intéressant. Alors, je vous montre donc les quartiers qui sont les plus densément peuplés. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est ici. Et ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que depuis 1995, eh bien, la population de cette municipalité baissait, comme on a des
phénomène de dépopulation, des prises démographiques un petit peu partout dans le monde, dans les campagnes. C'est la même chose au Japon. Et donc la population baissait déjà de 1000 habitants à chaque recensement quinquennal. C'est intéressant parce qu'on peut tout de même s'interroger de savoir pourquoi, alors qu'on était déjà dans des régions qui étaient en déprise, brutalement, on voudrait faire revenir les 3/4 du Japon habités là, alors qu'il y avait déjà plus beaucoup d'habitants qui étaient là. Alors, les couleurs ressortent assez mal, je crois. Excusez-moi, je vais mettre là. Malheureusement, parce que normalement, ce que vous devez voir, et que vous ne verrez donc pas, c'est que Namie est traversé ici par le flambeau rouge de contamination que je vous montrais tout à l'heure, dans toute sa longueur. C'est une des communes qui a été la plus contaminée, sauf ici. Et c'est donc ça aussi qu'il faut bien comprendre. On l'a beaucoup dit au début, tout de suite après l'accident nucléaire. La contamination, elle n'est pas du tout égale partout. Donc il y a des endroits, et c'est assez inattendu en fait, parce que la centrale nucléaire se trouve juste ici. Donc là, on veut dire qu'on est à peu près à Ukedo, c'est à 6 km de la centrale. On voit la centrale nucléaire d'Ukedo. Néanmoins, ici, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas du tout contaminé. Et dès qu'on monte en montagne, ça change radicalement. C'est-à-dire qu'on passe de 0,25 microsieverts par heure à 5, 10, 12, 15, 20 microsieverts par heure. C'est un changement très, très radical. C'est la même commune. Et donc, il est extrêmement difficile de dire cette commune, c'est tout va bien. On ne peut pas dire ça, en fait, puisque les paysages sont trop différents et les nucléides, dans ces paysages, évoluent différemment. Un sol qui va être... Donc là, c'est aussi ce qui s'est passé. Je vous ai montré tout à l'heure qu'ici, c'était principalement ce qui était urbanisé. Et donc, quand on a du béton par terre, le sol est lavé et les nucléides peuvent s'évacuer plus facilement, au-delà du fait que c'est peut-être pas là au départ où ils étaient tombés principalement. Et par contre, là, on a essentiellement de la forêt. Et la forêt, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, a tendance à capter les nucléides et on arrive assez difficilement à faire baisser la radioactivité. Alors Namie, tout de suite après la catastrophe nucléaire, eh bien, le problème, ça a été, comme pour les autres communes adjacentes à la centrale, l'évacuation. Comme le répétait Jean-Michel tout à l'heure, en fait, le Premier ministre, Naoto Kan, au moment des faits, a eu effectivement une grosse frayeur quand un de ses conseillers est venu lui dire qu'il fallait qu'il évacue la partie nord du Japon. Et il s'est dit, ça c'est pas possible. Moi je ne sais pas évacuer toute la moitié nord du Japon. On ne peut pas le faire. Donc on va procéder autrement et on va y aller par vague. Et donc ils ont, là vous avez les dates, ça c'est, on voit assez mal, mais enfin bon. Ils ont d'abord procédé à une évacuation de 2-3 km, puis 10 km, puis 20, puis 30. Alors, je vous ai écrit, je ne vais pas lire ce que j'ai écrit là, mais enfin, je vous ai écrit exactement les lieux où les personnes ont été au fur et à mesure, d'un jour à l'autre, évacuées. Et ce qu'il est important de noter, c'est que à ce moment-là, hein, c'est-à-dire le jour et les quelques jours qui ont suivi la catastrophe nucléaire, personne ne savait où la radioactivité était tombée, puisqu'ils n'ont pas utilisé... Alors, le Premier ministre, au moment des faits, donc Naoto Kan, m'a dit qu'il n'avait pas eu accès aux données SPIDY. SPIDY, c'est un système qui permet de connaître les retombées radioactives en temps et en heure, au moment où ça se produit. Il n'a pas obtenu ces données et donc personne ne savait, en tous les cas pas lui, où la radioactivité était tombée au moment des faits. Et donc ils ont pris des mesures de précaution comme ça, un peu à l'aveugle, quoi. Ce qui fait que les gens ont été évacués dans des zones qui étaient encore plus contaminées.
C'est-à-dire que les gens qui étaient à côté de la centrale là, on les a fait partir en montagne. Là où vraiment les taux de radioactivité étaient vraiment très très importants. Au-delà de ça, imaginez-vous bien que partir comme ça par vague, imaginez-vous, enfin je veux dire humainement parlant, vous laissez tout, hein, parce qu'on vous dit qu'il faut partir très très vite, c'est en train de péter, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc vous laissez tout derrière vous. Les gens malades ont laissé leurs médicaments, les gens ont laissé tous leurs biens, leurs animaux, etc. Et puis le lendemain, on dit bah non, bah, va falloir partir un peu plus loin. Donc à chaque fois que les gens partaient, ils laissaient un petit peu de leurs biens. Et ils ont dû déménager 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois en plein hiver. Hein. On est au mois de mars. Dans ces régions-là, c'est une région de montagne, donc il neigeait, il faisait extrêmement froid. Les gens, parfois, partaient parce qu'ils n'avaient pas forcément d'amis ou de famille pour les accueillir, donc ils évacuaient, mais ils restaient vivre dans des camions, avec les situations qu'on peut imaginer. Donc ça a été d'abord assez catastrophique et ça a entraîné la paupérisation de nombreuses personnes. Une évaluation rapide des faits. Pour cette seule commune de Namillé, on a estimé à 182 le nombre de personnes décédées et noyées par le tsunami, puisque en fait cette commune a la spécificité d'avoir été à la fois touchée par le tsunami en bord de côte, fortement touchée aussi par le tremblement de terre et puis par la radioactivité. Je vous mets ici une évaluation des dégâts, 651 maisons détruites, 280 000 tonnes de déchets, tout ça pour vous remettre des chiffres en tête. Si je reprends la catastrophe du Tohoku, hein, parce que ça aussi on a oublié, c'est 22 000 morts, hein, d'accord ? Bon, ce n'est pas des petites échelles, quoi. 22 000 morts, ça veut dire des morts à peu près partout, quoi. On ne peut pas y échapper. Ces 22 000 morts conséquemment au tsunami et au tremblement de terre. Et dans ces 22 000 morts, alors là aussi c'est un chiffre que vraiment je tiens à rappeler parce qu'en France on nous dit Fukushima 0 mort, ça n'a jamais existé. Hein, au Japon, la préfecture, c'est des chiffres officiels qui sont donnés par le gouvernement japonais, qui sont publiés par la préfecture de Fukushima. Quand vous allez visiter le musée de la catastrophe qui se trouve sur cette même commune de Namillé, eh bien, il y a des petits fascicules dans lesquels il y a inscrit que suite à la catastrophe, il y a eu pour la préfecture de Fukushima 4 000 morts, dont 2 000 des conséquences de l'accident nucléaire. Ce que je vous montre en bas, je voudrais attirer votre attention sur ces quelques photos. Ce n'est pas joli à voir, mais ça aussi, on a eu tendance à l'oublier un petit peu. Ce monsieur, c'est monsieur Yoshizawa, qui vit à Namillé et qui a évacué sous ordre du gouvernement, comme les autres. Et il élevait, lui, il était éleveur, donc il élevait des vaches. Et quand il a évacué, au bout d'un mois, il s'est dit « Mais moi, tout mon cheptel est resté là, il n'y a personne pour les nourrir, comment je peux pas, il faut que je rentre. » Et donc, il a décidé de rentrer, et ça, c'est l'état de son étable au retour, avec les cadavres un petit peu partout. Et en fait, à dire vrai, c'est un paysage qu'on voyait un peu partout à cet endroit-là au moment des faits quand on se baladait. Donc il y avait des cadavres d'animaux qui s'étaient aussi échappés des étables un peu partout. Ce monsieur est rentré, lui, il n'est jamais parti. Namillé, ça a été rouvert, ça a commencé à être ouvert pour les Jeux Olympiques en 2020. Puisque c'est à ce moment-là, donc je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu des étapes. 2013, Shinzo Abe vient d'être élu au gouvernement. Il vient aussi d'obtenir les Jeux Olympiques qui seront organisés en 2020 à Tokyo. Et là, il décide que, donc en 2013, c'est son fameux Fukushima is under control. Et petit à petit, il décide de faire toute une politique de communication pour faire
accepter le fait que c'est bon, il n'y a plus de problème, on va renaître de nos cendres et on va profiter des Jeux Olympiques pour faire un zoom sur Fukushima et montrer au monde entier qu'on a réussi à surmonter cet accident nucléaire. Et pour ça, il va utiliser plusieurs méthodes de communication sur le risque. Ça va être l'organisation de séminaires qui peuvent être académiques, mais aussi des workshops avec la population, exactement comme on fait ici, mais plutôt avec un faible nombre d'habitants. Et puis, ils vont produire des fascicules pour expliquer à qui veut bien l'entendre que finalement tout va bien. Et que grâce aux Jeux Olympiques, on va pouvoir repartir. Alors, ça va être une phase importante pour lui afin de recréer une espèce de discours positif sur ce qui s'est passé et essayer de remobiliser un petit peu les troupes pour lancer la reconstruction. Et donc, on va nous expliquer qu'il faut être positif. C'est le happy-cracy de... ma collègue de l'EHESS, qui montre comment, en fait, le fait de vendre un discours positif est beaucoup plus valorisé dans nos sociétés, finalement. Et si on est là à toujours montrer les aspects négatifs de ces choses qui se sont passées, finalement, on n'avance pas, n'est-ce pas? On est quelqu'un qui est un peu comme ça, dépressif, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas très agréable d'avoir quelqu'un comme ça à côté de soi. Donc il faut être positif, avancer de l'avant, c'est comme ça dans nos sociétés. Donc on va reconstruire et c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Et donc, on va construire d'abord un discours mémoriel, parce que pour pouvoir repartir, eh bien, il faut que tout ça, ça fasse partie du passé. Et donc, cette construction mémorielle, elle va se faire essentiellement par la construction également de musées du désastre. Et pour cette commune de Namie, plus spécifiquement, on va utiliser des lieux de mémoire qui ont eu une fin heureuse, comme une école primaire qui s'appelle l'école primaire d'Ukedo. Ce que je voudrais montrer à travers cette école, que vous voyez un petit peu ici, donc l'école d'Ukedo, pour vous raconter un petit peu son histoire, elle se trouve juste sur la zone littorale que je montrais tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'elle a subi le tsunami, mais de face, c'est-à-dire que l'école est vraiment, on voit la mer de l'école. Donc il y a eu le tremblement de terre, le tsunami arrive, et là, en fait, le cancre de l'école dit « mais moi je suis tout le temps en retard, mais j'ai un super chemin de traverse. Je peux vous montrer comment accéder assez rapidement à la montagne. » Parce qu'enfin, bon, là, je n'ai pas les photos, malheureusement. Je les ai pas. Ah, si, j'en ai une. Voilà. Donc, vous pouvez voir là que l'école n'a pas un toit terrasse, quoi, hein. Et donc, impossible de se réfugier ici sur le toit. Et donc, ils ont réussi, en suivant cet enfant, à fuir tous en direction de la montagne, et ils ont tous été sauvés. Donc, c'est une belle histoire, ça se termine plutôt bien. C'était vraiment l'histoire adéquate pour lancer la reconstruction. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'autres écoles qui n'ont pas eu cette chance, dont on parle nettement moins. En tous les cas, il restait à côté de cette école, enfin devant cette école même, un cimetière, ici, puisque au Japon, la mort côtoie la vie côtoie la mort, ça devrait être un peu partout pareil. Je pense que c'était aussi pareil il n'y a pas si longtemps que ça dans nos sociétés occidentales, mais comme ça fait partie aussi des choses négatives, on a tendance de plus en plus à mettre la mort de côté comme quelque chose de sale ou à la mettre à part. En tous les cas, au Japon, c'est pas le cas. Et donc, cette école primaire était adjacente au cimetière. Alors le cimetière, ça rappelait la mort, ça rappelait tous ces morts du tsunami, du tremblement de terre, de l'accident nucléaire. Donc on l'a enlevé, on l'a déplacé. Et on a mis une stèle un petit peu plus loin dans la montagne.
Et puis, pour influencer cette communication, afin qu'elle devienne toujours plus positive et afin de donner envie aux gens de revenir, aux jeunes surtout, qui habitaient là, qui étaient les enfants, les générations d'après, eh bien, on a utilisé les jeux en ligne, puisque beaucoup d'enfants font des jeux en ligne. Et donc, on a créé en février 2023 un jeu qui explique à ces enfants qui ont déménagé depuis plus de 12 ans maintenant, l'histoire de leurs ancêtres dans ce beau village de Namillé, en leur expliquant que là sont leurs racines et que finalement ce serait bien qu'ils y reviennent parce qu'il y a tout à valoriser ici, que c'est là dont ils sont originaires. Et on crée tout un discours comme ça qui vraiment rejette cet accident nucléaire dans le passé. On tourne la page et puis on fait une espèce d'appel d'air comme ça, culturel, pour que les gens reviennent. Néanmoins, malgré tout ça, une enquête d'opinion sur l'intention du retour a été faite par le gouvernement. Alors, je n'utilise que des chiffres officiels dans mes présentations. Ça évite d'avoir des problèmes après. Cette enquête d'opinion qui a été faite par le gouvernement en septembre 2020 a conclu au fait que 54,5% de la population avait décidé de ne pas revenir pour la simple commune de Namillé. Pour les autres communes, en fait, c'est à peu près toujours, de toute façon, c'est toujours majoritaire. Les gens ne veulent pas rentrer, ne souhaitent pas rentrer. Il faut avoir en tête que la majorité de la population dans cette région est une population vieillissante. 12 années sont passées, donc une bonne partie d'entre eux est déjà décédée. Une autre partie, comme je l'expliquais tout à l'heure, voulait rentrer pour décéder chez eux, mais quand ils rentrent, ils s'aperçoivent qu'il ne reste plus rien de chez eux. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'habitants. Quand on vit dans des endroits où les fermes, les habitations sont éparses comme ça, si on ne s'entraide pas, quand on est dans des climats très durs en montagne, on n'arrive pas à vivre. Donc la vie, pour ceux qui rentrent, est extrêmement compliquée. Néanmoins, on continue. Le gouvernement japonais continue à établir une politique de reconstruction dans cette zone. En gris, là, vous avez toute la zone anciennement évacuée, qui était la plus polluée. C'est une zone qu'on a appelée longtemps en japonais, ça s'appelait zone de retour difficile. Et dans cette zone, dans les endroits les plus pollués, on a créé 6 zones de reconstruction prioritaire, c'est ce que vous voyez en bleu ici. Donc je reviens à cette commune de Namillé qui est ici, vous voyez, qui est extrêmement vaste, la plus vaste en fait de la zone. Et dans la simple commune de Namillé, il y a 2 zones de reconstruction prioritaire. Donc après 12 ans d'ordre d'évacuation, cette commune qui faisait plus de 21 000 habitants, aujourd'hui, compte 1964 habitants, dont la plupart ne sont pas originaires de Namillé. Puisque à partir du moment où, en 2017, le gouvernement japonais a décidé de lever les 3/4 de l'ordre d'évacuation sur les 3/4 de cette zone évacuée, eh bien, il a simultanément coupé les aides qui étaient données aux personnes pour qu'elles se réfugient. Et donc, c'est quelque part un retour qui a été contraint pour une bonne partie de ces personnes. Contraint parce qu'elles n'avaient simplement pas les moyens de vivre ailleurs. Comme je vous l'expliquais, cette population était âgée, impossible de retrouver un emploi. Elles sont simplement plus en âge de travailler. Et comme en France, les retraites ne sont pas toujours suffisantes pour pouvoir se payer un loyer en ville. Et donc, sans les subsides de l'État, eh bien, elles n'arrivaient pas à vivre sur le lieu de refuge. Et donc, une partie d'entre elles est rentrée contrainte. L'autre partie de la population qui est présente sur le territoire
est une partie qui a reçu des subsides de l'État pour venir habiter là. C'est-à-dire que l'État japonais paye les gens qui acceptent de venir habiter dans cette zone. Plus vous habitez loin, si vous habitez à Tokyo, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire d'une pierre deux coups, à la fois repeupler une zone qui était en déperdition de population, à la fois essayer de désengorger la capitale. Et donc pour ça, ils ont payé des gens qui, plus provenaient des zones urbaines denses, bien mieux elles étaient payées. Par contre, si vous étiez originaire de cette région, vous recevez un petit peu moins. Enfin, de cette région, c'est-à-dire de la préfecture de Fukushima elle-même. Ça, ce sont les deux zones de reconstruction prioritaire, un quartier qui s'appelle Kyohashi, un autre quartier qui s'appelle Tsushima. Tsushima est dans une zone qui est vraiment très problématique parce que très, très contaminée. Voilà comment se passe la reconstruction. D'abord, il a fallu reconstruire des habitats simplement pour accueillir les travailleurs de la reconstruction. Donc ça a été d'abord simplement 2 hôtels qui ont été construits. Et puis ensuite, on a construit du petit collectif ici, comme vous pouvez le voir, et puis des petites maisons en randonnion comme ça, et un centre commercial qui n'est pas voué à être là longtemps. Alors, ici, vous avez, il y a la mairie qui est juste à côté, vous avez quelques commerces qui sont là, mais qui ne tiennent pas, puisque, en fait, leur loyer est gratuit pendant une année. Ils n'ont rien à payer pendant 1 an. Et au bout d'1 an, il faut qu'ils réussissent à subvenir à leurs besoins par eux-mêmes, et puis ils réussissent à payer un loyer. Les 3/4 n'arrivent pas, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui vivent ici. Et donc, ça ne tient pas. Les quelques commerces qui sont là tournent, s'en vont, reviennent. Ça ne tient pas. Les personnes que j'ai interviewées qui avaient des commerces ici sont toutes venues de l'extérieur. Ce n'est pas des habitants qui étaient là auparavant. Ce qui a été remis également en service très très rapidement, ça a été principalement le réseau routier. Donc là, ce que je vous montre en rouge, c'est une route nationale qui s'appelle Joban. Et puis à côté, c'est la fameuse nationale 6 qui passe devant la centrale nucléaire. Et une autre route qui s'appelle la 114 ici, qui traverse Namie dans toute sa longueur. Ces 3 routes traversent des paysages qui sont très très contaminés. C'est-à-dire que dans la voiture, quand on passe et qu'on met le compteur Gégère, il y a un endroit où ça s'envole, quoi. Sur chacune de ces routes, en fait, elles ont cette spécificité-là. D'ailleurs, on n'a pas le droit de s'arrêter. C'est-à-dire qu'on peut les emprunter pour aller d'un point à un autre, mais on ne peut pas s'arrêter sur le bord de la route. C'est interdit. On n'a pas le droit non plus de les traverser en moto. Alors, la reconstruction à Namie a commencé en 2020 avec la reconstruction de la gare et de 3 autres gares qui sont présentes dans les 3 communes en fait qui font le pourtour tout autour qui accueillent la centrale et qui sont autour. Et puis par ce centre commercial qui s'appelle Michinoeki. Alors Michinoeki, c'est une chaîne en fait de magasins qu'on trouve dans les campagnes au Japon qui vendent des produits locaux. Et ici, ce qui est assez ironique, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de cocher à peu près toutes les cases pour entrer dans ce qu'au Japon on appelle les SDGs, et ici vous appelez ça les ODD. Voilà, c'est ça. Donc, ça essaye, je l'ai marqué là en bon français. Ça essaye de cocher à peu près toutes les cases. Donc, c'est en bois. Alors, c'est du bois importé, hein, mais ça, on essaie de ne pas trop en parler. Ça offre des espaces plutôt agréables. Il y a un bon design. Il y a des choses comme ça assez sympathiques qui vous accueillent. Tout est fait pour donner une bonne image, attrayante, gentille. À l'affaire, on vend un petit peu de poterie de la région sur le côté, il y a un tout petit peu d'étal là.
Il y a des espaces qui sont vraiment très très agréables, avec des tatamis, où les gens peuvent... Et alors, à Noël, c'est illuminé, mais bien plus que les Champs-Élysées. Hein. Imaginez-vous un truc assez incroyable, alors qu'on ne fête pas Noël au Japon. Hein, mais on fait des illuminations, cela dit, à Tokyo, c'est vrai. Mais enfin, à Namie, avec ses 1500 habitants, autant vous dire que c'était vraiment pas le cas avant, quoi. Il y a aussi de la voiture électrique, bien sûr, et de quoi les recharger au cas où il y aurait un propriétaire. L'autre là. Mais il ne veut plus. Ça l'a fâché. Voilà, on y est. Alors, si je passe de l'autre côté de la gare par rapport à Michi-no-Eki, je trouve ce type de paysage. J'ai trouvé ça complètement par hasard, hein, pour être tout à fait franche. Je recherchais complètement autre chose. Et puis, je suis tombée sur cet endroit et donc j'ai après recherché et j'ai compris ce que c'était. Donc, à quelques kilomètres de là, il y a cet espace avec, comme vous pouvez le voir ici, toutes les surfaces sont artificialisées. Et on a construit une bibliothèque avec plein de livres pour enfants, avec des poufs comme ça, c'est aussi agréable aussi. Et puis, il y a un centre multifonctionnel pour les personnes âgées. Il y a des jeux à l'intérieur pour les enfants, parce qu'on sait très bien que finalement, on n'aime pas trop laisser ses enfants à l'extérieur dans ces coins-là. Et donc, vous avez ce que vous trouvez d'ordinaire à l'extérieur, hein, toboggan, etc., mais c'est à l'intérieur. Et c'est vide 24 heures sur 24, à chaque fois que j'y suis allée depuis que j'ai découvert ça. Et puis là, vous avez un centre de recherche qui est censé être un centre de recherche international, mais il n'y a pas grand monde pour le moment. Et ça, c'est le summum, c'est-à-dire que c'est le véritable plan de reconstruction de Namie et de sa petite gare, dans laquelle il y a aujourd'hui un train qui passe toutes les 2 heures, et encore si vous êtes en heure de pointe. Donc pour reconstruire ce centre-ville, on a choisi un des plus célèbres architectes japonais. Surtout, il fallait qu'il ait un nom célèbre internationalement, Kengo Kuma. C'est lui aussi qui a construit le stade des Jeux Olympiques, hein, à Tokyo. Et Kengo Kuma, il a aussi la spécificité d'utiliser beaucoup de bois, donc il correspond bien comme ça à cette image de ODD. Il rentre bien dans la commande, comme on dit. Donc, dans un esprit similaire de Michi-no-Eki que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'il est important de noter, et ça réfère un petit peu à ce que j'avais développé dans mon premier ouvrage, c'est que les lieux de rencontre, ça va être en fait des centres commerciaux. Donc on tombe là vraiment dans une espèce de caricature, c'est-à-dire qu'on a assez peu d'espace pour être en extérieur. Le peu d'espace qu'on a en extérieur est de toute façon artificialisé au sol. La forêt, vaut mieux pas y aller. Bon, ça, ils sont à peu près tous au courant. Et les lieux de rencontre à peu près agréables, eh bien, c'est les lieux où on va consommer. C'est les centres commerciaux. Donc, lui, il a fait quelque chose qui s'appelle The Grand Design. C'est très humble comme nom, un nom assez modeste. La surface commerciale, c'est tout ça, là. Ça s'appelle aussi The Grand Roof. Et au-dessus, donc, il a mis des panneaux solaires avec les dernières technologies, comme ça, qui se collent sur les vitres. Et donc, 100% d'énergie renouvelable. Et ce que je vous demanderais aussi de retenir, parce que c'est ce qui importe aussi beaucoup là-dedans, c'est qu'on a essentiellement ici du collectif. Aux 3/4, ici, là, ces barres-là sont du public et là, c'est du privé. On est dans la zone que je vous montrais au tout début de cet exposé, qui était la zone urbanisée.
mais où les gens vivaient essentiellement dans du pavillonnaire assez vaste, quoi, hein. Il y a de la place à Fukushima. Alors je sais qu'on a l'habitude d'avoir une image ici des Japonais qui vivent dans des clapiers. Sachez que dans les campagnes japonaises, on vit dans d'immenses demeures, très 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 vastes, souvent très jolies, à 2-3 générations, mais il y a de la place pour tout le monde sans avoir à se gêner. Et ces gens qui étaient dans ces vastes demeures, bien ma foi, vont se retrouver en appartement. Et ce n'est pas sans conséquence, parce que ça veut dire que lorsqu'on vit en appartement, eh bien, on est enchaîné au système de consommation. Impossible de produire ses fruits et légumes, obligé de payer l'électricité, de payer ce qu'on mange, de payer son chauffage, etc., etc. Alors que lorsque vous vivez dans une ferme, comme c'est le cas là-bas, vous pouvez vous aménager pour être en autonomie si vous le désirez. En appartement, ce n'est pas possible. Hormis le fait que ça crée des phénomènes d'isolation, paradoxalement, que j'ai analysés dans mon premier ouvrage, qui montrent qu'au-delà d'une certaine densité de population dans un même endroit, les gens, en fait, créent des processus d'évitement et créent de la distance, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc vous avez en bas la composition du programme. Et puis, comme dans tout bon programme d'architecture, on joue également sur les mots. Et donc on a choisi là 3 concepts, le passage avec la gare, le rassemblement avec un parc paysager qui est prévu derrière les habitats collectifs avec des aires pour les skateboards urbains à l'américaine, etc. Imaginez-vous, on était dans une population âgée qui faisait de la riziculture. Hein. Je vous rappelle le début de l'histoire. Le 3e concept, c'était la relation, voilà, ce parc sportif qui terminera la course. Donc évidemment, ça suscite la curiosité, c'est un architecte célèbre, on a hâte de voir comment tout cet espace va s'organiser, mais comme je le rappelais là il y a quelques instants, ce qu'on peut voir très directement, c'est que ce n'est pas du tout destiné à la population qui voudrait rentrer, puisque de toute façon, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas rentrer. Vous ne voulez pas rentrer, mais ce n'est pas grave, on va faire rentrer d'autres personnes. Puisque de toute façon, nous, on va reconstruire. C'est ça, hein, l'histoire qui est mise en branle là. Donc, le plan de reconstruction n'est pas du tout destiné à la population originale. Ce qui est en jeu ici, on va le voir plus tard, c'est de refaire un pôle technologique nouveau pour relancer la région. Et donc essayer de rebondir sur cette catastrophe pour redynamiser l'ensemble de Fukushima qui était en train de sombrer. Alors là, je vous montre un petit peu des photos qui se trouvent cette fois au nord, sur ici, là, hop, la zone de reconstruction prioritaire qui se trouve ici, qui s'appelle donc Tsushima, qui est dans la zone la plus contaminée de Nameya. Ça, ce sont des photos que j'ai prises il y a 2 mois. Lorsque j'y suis allée, je vous disais qu'il y a de vastes demeures dans ce coin-là. Ça, c'est la même. Donc, vous rentrez là par la route. Vous voyez, il y a je ne sais pas comment, des glycines, voilà, on dit en français, qui en japonais. Et on rentre là par le portail. À droite, il y a un pavillon comme ça, un peu vieux. Et il y en a un autre là, comme ça, des grandes bâtisses. Et au fond, il y a une immense maison d'architecte. C'est splendide. Tout ça, à droite, vous en avez un autre exemple. Et puis, ces maisons, donc, qui sont un composite d'anciens et de nouveaux, sont souvent accompagnées ici d'anciens entrepôts. Bon, je ne rentre pas sur l'architecture de ces petits bijoux, mais qui permettent, en tous les cas, par le décollement du toit, d'avoir une température qui, quelle que soit la température extérieure, reste stable, sans avoir à utiliser d'énergie. Eh bien, ma foi, du passé, faisons table rase, tout ça, ça va être détruit. Et à la place, ils ont fait un petit lotissement pavillonnaire avec 10 pavillons. Les gens qui se
vivait une famille, vivait dans tout cet espace assez splendide, eh bien, vont se retrouver dans un de ces pavillons. Il y a 2 maisons qui sont occupées par 2 vieilles femmes qui habitaient là avant et qui ont eu des parcours de vie au fur et à mesure des déménagements, divorces, etc., déménagements suite à l'évacuation qui a entraîné divorce, etc. N'ont, ma foi, plus d'autres lieux pour vivre que cet endroit. Les autres, les 8, ce sont des personnes qui sont venues avec les subsides de l'État que j'évoquais tout à l'heure pour inciter à l'habitat dans ces régions. Donc des personnes en provenance de Tokyo et les arrondissements environnants. Ici, si on se balade dans la montagne, on est très très vite à 12-15 microsieverts par heure. Hormis ce petit lotissement, il n'y a plus rien autour. Je vais m'arrêter, c'est la dernière. Simplement pour vous expliquer un peu le développement économique, c'est-à-dire que les entreprises qui investissaient avant dans le nucléaire se sont mis à investir dans le solaire, dans la région. Donc on a 2 grands centres de panneaux, 2 grandes fermes solaires qui ont été développées, l'une par Toshiba, l'autre par Mitsubishi, avec d'autres ravages qui sont engendrés. Donc je vous les localise simplement et puis je passe un peu vite sur la chose, c'est juste pour vous donner l'information. Et ça, c'est le centre que je vous montrais tout à l'heure, le centre de recherche internationale. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant de s'attarder un tout petit peu sur cette slide, puisque les 3 thématiques qui vont être développées dans ce centre de recherche internationale, ça va être d'essayer de pousser une nouvelle fois l'industrialisation de la région par la robotisation, et la robotisation plus spécifiquement de l'agriculture, également de la robotisation pour le démantèlement de la centrale. Il y a également des travaux qui vont être faits en biologie pour rendre les plantes plus résistantes. Alors ça ne peut pas ne pas interroger, puisque on peut quand même s'inquiéter de savoir si c'est aux plantes de devenir plus résistantes à nos catastrophes industrielles et donc éviter d'avoir à remettre en cause nos procédés industriels plutôt que de nous à s'adapter à la nature dont on fait partie. Et puis le dernier point, c'est tout l'aspect qui concerne l'utilisation des radioisotopes, où cette fois, on va développer dans ce centre l'utilisation médicale des rayonnements et des radioisotopes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, certes. Néanmoins, c'est assez grinçant de faire ça dans cette région. Et surtout, c'est une inversion sémiotique que je relève avec insistance, qui fait partie de la politique d'acceptation du risque nucléaire, en nous montrant en fait les aspects positifs des radioisotopes, alors qu'on est dans une région où il y a le plus grand risque néfaste qui provient de ces radioisotopes. Voilà, donc pour conclure, ce nouveau centre de recherche qui est voué à être international et à accueillir des chercheurs du monde entier offre un kit de résilience pour gérer à minima un futur accident nucléaire. Pour la première fois au monde, ça aussi c'est à noter, on va créer une ville nouvelle assez gigantesque par un architecte très célèbre, sans habitants. C'est quand même à souligner, quoi. Ça existe nulle part au monde, ça, de créer une ville gigantesque comme ça où il n'y a pas d'habitants. On ne connaît pas encore les habitants, il n'y a même pas de demande d'ailleurs. Et donc, il est fondamental de continuer à remettre cette reconstruction en question, puisque, comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai dit, la population dans cette région était déjà en train de décliner avant la catastrophe. Enfin, je voudrais questionner ce modèle urbain qui est vraiment dans la logique de la société de surconsommation, mais comme on le voyait au moment où on a créé nos propres villes nouvelles dans les années 60-70, et on a créé aussi d'ailleurs au même moment des villes nouvelles au Japon, c'est-à-dire axées sur habiter, consommer, travailler.
avec une réduction de tout le reste, quoi. Donc, pour reprendre les termes de Gunther Anders que tu évoquais tout à l'heure sur notre incapacité à nous projeter et en fait à développer un imaginaire qui nous permettrait de nous armer contre tout ça, bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne va pas dans le bon sens en voyant, en tous les cas, l'environnement qui est préparé pour élever nos enfants. Donc, comme je vous le disais, cette nouvelle commune n'étant pas destinée aux anciens habitants, il va être intéressant pour nous de voir comment tout ça va évoluer et voir si finalement ça va ou non fonctionner. Toute dernière slide, si vous voulez en voir un petit peu plus sur ces paysages. Il y a une exposition de 137 de mes clichés de la zone qui s'appelle « Sur les traces de Fukushima », Fukushima no Ato, qui est une exposition qui a été organisée dans le cadre des 50 ans du Centre de recherche sur le Japon de l'EHESS à l'Umatech sur le campus Condorcet et qui sera le vernissage a lieu le 21 septembre et elle y restera jusqu'au 11 novembre. Voilà, je vous remercie de votre attention.